Bonjour, nous sommes ici dans le cadre des 30 ans de l'ECAM Rennes avec un événement labellisé Semaine de l'Industrie, les Midi Experts. Dans ce cadre, nous accueillons Franck Faubaton et Éric Bois, tous les deux dirigeants de la société Acte Conseil. Messieurs, je vais vous laisser vous présenter, nous expliquer ce qu'est Acte Conseil et pourquoi Acte Conseil. Donc Acte est un cabinet de conseil, de formation et de coaching qui a pour objectif de pérenniser nos clients, les entreprises de nos clients, en travaillant sur l'engagement du personnel autour d'une vision commune et pas uniquement en allant déployer des méthodologies et des outils. Ça c'est plus un moyen, mais le sens de notre travail est vraiment celui-ci, c'est d'engager au maximum le personnel de l'entreprise pour que la résultante soit la performance. Dans chaque conduite de changement qu'on fait, on se pose cette question de toutes ces méthodologies qui sont connues, partagées aujourd'hui depuis des années en France. Comment est-ce qu'on va réussir à emmener les équipes, à partager avec eux les enjeux de ce qu'on va faire et à bien situer leur place là-dedans et leur rôle au cœur de tous les projets de changement qu'on va pouvoir conduire avec nos clients. C'est ce qui nous anime aujourd'hui, c'est ce qui nous passionne. Très bien, donc merci pour cette présentation. Et donc si on vous a fait venir aujourd'hui, c'est pour parler de Lean et de stratégie d'entreprise. Et donc ma première question, c'est en quoi le Lean peut-il aider dans le déploiement d'une stratégie d'entreprise ? Mais pour nous, le Lean est une méthode pour engager les personnes, toutes les personnes de l'entreprise, autour d'un projet dimensionnant pour celle-ci. On utilise les méthodologies Lean pour aider les équipes à déterminer leur vision et à donner un sens au travail qu'elles réalisent au quotidien. Ce qu'on dit, c'est qu'on passe énormément de temps au travail et que de plus en plus les gens cherchent du sens à ce qu'ils font au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui sont engagés dans des associations à l'extérieur du travail, etc. Et ce qu'elles souhaitent aujourd'hui, pour la plupart, c'est de pouvoir transposer cet engagement associatif avec ce qu'elles aiment réellement faire et notamment ce qu'elles font au travail, parce que c'est là où on passe le plus de temps. Donc l'objectif de tout ça, pour nous en tout cas, c'est de réussir à allier l'envie des personnes et la vision de l'entreprise. Alors du coup, concrètement, comment est-ce que de la vision de l'entreprise, de la vision stratégique d'une direction, déjà comment est-ce que vous l'établissez et comment vous arrivez à descendre jusqu'au niveau opérationnel pour donner du sens ? Alors il y a plusieurs étapes à suivre. La première, c'est d'écrire sa vision, parce que souvent c'est pas fait. Donc le dirigeant a la vision en tête, mais soit elle est partagée au premier cercle du CODIR, mais souvent elle descend pas jusqu'aux opérateurs. Donc c'est d'engager l'entreprise dans la définition, dans l'écriture de cette vision, pour que, encore une fois, on vienne donner du sens à ce qu'on souhaite faire avec notre boîte. Une fois que cette vision-là, globalement, elle est construite, partagée, que tout le monde la connaît, on va venir travailler avec chacun des services qui constituent l'entreprise pour que chaque service soit capable de déterminer sa propre vision de service en lien avec la vision de l'entreprise pour être sûr que tout le monde va ramer dans le même sens. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et une fois qu'on a réussi à faire ça avec les équipes, donc déjà on a aligné, on va dire la direction, les services, on est descendu jusqu'au manager opérationnel. On va utiliser deux autres outils. Le premier, c'est la matrice en X au Shinkori, qui est un outil qui a un nom barbare mais qui est simple, qui est assez visuel, dans lequel on va retrouver les axes stratégiques qui auront été décidés par l'entreprise, les axes également qui auraient été validés au niveau de chacun des services. Et de ces axes-là, on va définir les projets de l'année et les actions clés qui vont permettre d'alimenter les indicateurs de résultats et de processus de la boîte pour être sûr que tout le monde avance dans le même sens. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, la déclinaison des objectifs du plan annuel, donc qu'on appelle la DOPA. L'objectif, c'est de s'assurer que nos objectifs de résultats de tous les services seront alignés pour pouvoir atteindre cette vision-là. Ce dont vient de parler Eric, ça va nous aider à piloter des projets d'amélioration, des projets de rupture qui vont nous permettre de faire des bonnes performances. Quand on va décliner nos objectifs et ce qu'on va construire derrière, nos managements visuels, nos outils de pilotage,
ceux-là, ça va nous aider à stabiliser notre processus, à le piloter au quotidien. Donc on n'est pas en train de parler d'un pilotage de projet, on est en train de parler d'un pilotage quotidien pour atteindre des objectifs qui sont complètement alignés avec cette vision. Et d'ailleurs, le acte, donc c'est accompagnement du changement par le terrain, mais c'est également le acte du PDCA. Oui. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé comme ça. On voit régulièrement des transformations qui, même si elles sont bien conduites, sont pas pérennes. Elles durent pas dans le temps. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'une fois que un chef d'entreprise a investi dans un projet, que celui-ci soit ancré dans le dur, dans l'ADN de l'entreprise et que ça tienne, qu'on soit pas obligé de revenir tous les 2 ans. Et ce que dit Franck, c'est vachement important là-dessus, c'est on peut faire des bonds de progrès avec des chantiers, avec des kaizen, etc. Mais seulement si on est sur des processus stables. Si on est sur un processus instable, on va juste ajouter de l'instabilité. Donc, on a vraiment ces 2 aspects-là. Là, Shinkanri qui va dire, voilà les projets sur lesquels il faut que j'aille pour faire ces bons de performance. Et la partie DOPA où on va questionner nos processus pour s'assurer de la stabilité, afin qu'ils soient capables d'absorber ces bons de performance. Et sur lesquels on va aligner les objectifs, encore une fois, la déclinaison des objectifs du plan annuel, aligner les objectifs avec l'ambition de l'entreprise, quoi. Donc on va au quotidien piloter ton processus pour qu'il soit stable et pour qu'on s'assure qu'il vienne remplir ses objectifs ou que on ait une sonnette d'alarme qui viennent se tirer. Donc on a vraiment deux horizons, deux modes de pilotage différents qui sont tout aussi importants l'un que l'autre. Je stabilise et je progresse. Alors du coup, comment est-ce que vous arrivez à engager les équipes sur la stratégie de l'entreprise ? Pour ça, nous, on s'est basé sur ce qu'on appelle le Nemoto, qui est une représentation en fait de différentes strates de l'entreprise. Donc 3 strates, la direction, le management et l'opérationnel. Et dans ce Nemoto, on parle de comment est-ce qu'on vient insuffler la vision, enfin de qui a le travail d'insuffler la vision, du poids que ça peut prendre dans son travail, et de ce qu'on demande aux différents services. Donc au travers de la vision, ce qu'on souhaite, c'est que la direction passe l'essentiel de son temps à travailler cette vision, travailler ce plan à moyen et long terme, et travailler sur la transmission de ce plan, de cette vision, de cette stratégie. Et on voit que les managers ont aussi un rôle à jouer sur la transposition de cette stratégie d'entreprise, et l'opérationnel aussi. L'opérationnel, il va participer à l'atteinte de cette stratégie, de ces objectifs, de cette vision d'entreprise. Et puis, de par l'expérience du terrain, on va aussi pouvoir glaner des informations qui sont importantes dans la définition de la vision et dans le partage de la vision de l'entreprise. Donc là, on vient de voir que c'est la direction qui définissait sa stratégie, sa vision. Maintenant, cette stratégie, on sent aussi dans ce que vous expliquez que s'il n'y a pas un engagement fort des opérationnels, elle va rester vaine. Alors, quelles sont les clés, d'après vous, pour réussir à engager les opérationnels de façon forte dans la stratégie de l'entreprise ? Eh ben la première, c'est bien que la direction construise sa vision avec ses équipes, déjà pour toujours apporter plus de sens et faire en sorte que les gens comprennent pourquoi ils ont tel ou tel objectif. Ensuite, il faut que cette vision, elle soit vivante, qu'elle soit visible. C'est ce qu'on dit d'ailleurs quand on va sur le terrain chez nos clients. On veut pouvoir la voir quand on se promène dans l'entreprise, quand on va dans les ateliers. On veut avoir des exemples concrets de ce qu'on souhaite atteindre au niveau de la vision. Si c'est visible, plus personne peut dire qu'il est pas au courant. C'est comme avec la résolution de problèmes. Pour les résoudre, il faut qu'on les voit. Donc première étape, on le construit de manière collaborative, on la rend visible. Et pour la rendre visible, rien de tel que la faire vivre à travers des rituels quotidiens qui vont être animés par les managers qui vont passer sur le terrain également pour échanger et constater auprès des opérateurs des problématiques qu'ils peuvent avoir. Un autre point qui est important pour engager les équipes, c'est de donner les moyens. Parce que une fois qu'on s'est défini un objectif, si on n'a pas les moyens en face, on va vite perdre les équipes, les opérationnels. Et la vision, encore une fois, elle ne doit pas rester dans un classeur uniquement pour un auditeur ou autre. Donc régulièrement, il faut qu'on vienne se challenger sur quel est le niveau de performance qu'on a atteint vis-à-vis de cette vision, où est-ce qu'on en est par rapport à nos plans,
et est-ce que on doit revoir nos indicateurs, nos processus, etc. pour avancer plus vite, ou est-ce qu'on change complètement l'indicateur parce que là on a stabilisé, on peut avancer sur autre chose. Donc c'est pas quelque chose qu'on va faire une fois dans l'année et qu'on va revoir un an après, mais c'est vraiment à maille plus ou moins courte. On va dire au minimum une fois par mois, on va se re-questionner sur nos attendus initiaux et où on se trouve aujourd'hui. Donc ça permet un premier niveau d'engagement. Là où on va engager les personnes fortement au quotidien, c'est en venant challenger leur processus. On parlait tout à l'heure de la DOPA, de la construction de ses objectifs, de comment est-ce qu'on va atteindre les résultats. Ce qui va être important, et c'est notre leitmotiv, c'est ce qu'on dit toujours à nos clients, c'est challenger vos processus, challenger vos moyens et vous atteindrez vos résultats. Mais challengez pas sur le résultat. Ce qui est important, c'est de casser ce paradigme qui dit que on fixe les objectifs et que les personnes en sont responsables de leurs atteintes. Ce qu'on doit surtout faire, c'est partager les objectifs et veiller à ce que les moyens pour les atteindre, on les ait mis en place et on ait challengé les bonnes choses, on ait challengé les bons processus. Un des exemples qu'on peut avoir, demain, vous avez dans votre stratégie, on parlait de RSE tout à l'heure, là, c'est quelque chose, quand on parle de valeur et de RSE, c'est quelque chose, aujourd'hui, nous, qui nous anime. Quand on parle de RSE, on va tout de suite voir les accidents de travail. On va vouloir diminuer les accidents de travail. On va pas diminuer les accidents de travail en demandant aux équipes tous les jours s'il y a eu un accident hier, s'il y a eu un accident, qu'est-ce qui s'est passé, faire une résolution de problème, etc. C'est nécessaire s'il y a eu un accident de le faire. Par contre, là où on va pouvoir les engager au quotidien, là où on va pouvoir faire un lien avec notre stratégie tout de suite et les engager, c'est en venant de challenger le processus qui nous permettra d'atteindre ce zéro accident. Donc par exemple, si les personnes dans les ateliers se coupent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir challenger la présence de gants, par exemple. Est-ce que chaque responsable d'atelier a un stock de gants suffisant, a une méthodologie d'approvisionnement de ces gants qui le sécurise sur le fait qu'il n'y aura pas de rupture de gants? Est-ce que la façon dont on a penser le travail au poste permet d'utiliser correctement les EPI, ou est-ce qu'il va falloir changer nos standards de travail? Par exemple, si on a une volonté de performance, il sera beaucoup plus intéressant pour un responsable d'atelier, et beaucoup plus simple surtout en fait, d'animer son point quotidien de management visuel, de la performance. Il atteindra beaucoup plus facilement un résultat de performance si jamais il vient vérifier que sa machine est en bon état, challenger son équipe à entretenir sa machine, même j'ai envie de dire challenger son équipe à entretenir la machine, challenger son équipe sur le fait que les gabarits, les outils sont prêts, sont rénovés, sont prêts à l'utilisation, parce qu'on va les utiliser dans 2, dans 3 jours, donc on va mettre des indicateurs de processus là-dessus qu'on va venir challenger pour mettre le processus complètement sous contrôle et permettre d'anticiper au maximum et d'agir pour réussir et non pas d'agir pour ne plus échouer. C'est ça qu'on va essayer de faire. Qu'est-ce que je peux faire pour agir, pour réussir, plutôt que quelle action je dois mettre en place une fois que j'ai échoué, quoi. Et c'est comme ça qu'on va les engager fortement dans l'atteinte de la vision de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on fait une phase de responsabilisation. Les gens sont responsables au quotidien de leur processus. Donc c'est ça qui est vachement fort, parce que pour l'exemple de la sécurité, c'est différent de demander aux gens de suivre un zéro accident, ou au contraire de suivre la qualité de l'accueil des nouveaux arrivants au poste. Après, ce qu'on observe aussi sur quand on vient challenger un processus plutôt qu'un résultat, ce qu'on observe aussi, c'est que on a des animations qui sont faites aujourd'hui où on va demander alors on identifie bien que un chef d'équipe, un chef d'atelier, un responsable de production qui va devoir animer un point autour d'un tableau pour avoir des indicateurs visuels, même s'il vient de challenger les processus, on va vite identifier qu'il a besoin d'une formation, qu'on va échanger avec lui, qu'on va le préparer, qu'on va passer du temps à ce qu'il puisse préparer son animation pour pas être déstabilisé pendant son animation. Ce qu'on voit quasi jamais, c'est que on investit du temps aussi avec les opérateurs pour pouvoir leur transmettre le qu'est-ce qu'on attend de toi concrètement pendant ce point-là. Moi demain, tu me fais venir à un point et tu vas l'animer. En fait, je vais être en tant que spectateur, je regarde une pièce de théâtre. Ça, c'est déstabilisant pour un opérateur, et en plus, il se demande pourquoi il est là, et finalement, il est plus là pour écouter que pour parler. Donc, ça veut dire que dès qu'on fait cet effort de mise en place d'un tableau de management visuel
pour pouvoir partager et emmener tout le monde dans le même sens. C'est primordial de former aussi les opérateurs sur leur rôle pendant un management visuel de la performance. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Si on vient de challenger leur processus, ils le connaissent par cœur. Ils le connaissent par cœur. Ça veut dire que si on fait l'indicateur avec eux, il sera forcément pertinent pour eux. Et quand ils vont arriver le matin, ils auront quelque chose à dire. Ils auront forcément les clés de réussite de la journée suivante et encore de la journée suivante. Ils sauront dire comment est-ce qu'il faut faire pour que ça réussisse. Donc en fait, c'est plus que leur demander de participer, c'est plus que leur demander leur avis, c'est de les responsabiliser sur le fait que leur processus, il leur appartient, il leur est propre. Et ça va donner du résultat. Ça va donner énormément de résultats. Il y a une formule simple qu'on peut garder en tête tout le temps, c'est R égale Q fois. Le résultat d'une action, c'est égal à la qualité de la solution fois l'acceptation des gens. Donc vous pouvez arriver avec la meilleure solution du monde, si vous avez 0 en acceptation, le résultat c'est 0. Donc travailler là-dessus, sur l'acceptation des gens. Donc pour ça, il faut donner du sens. On en revient toujours à la même chose, quoi. Il faut que les gens comprennent pourquoi ils se lèvent le matin et pourquoi ils font telle ou telle opération. Et en effet, une fois qu'ils sont responsabilisés sur leur processus et s'ils sont convaincus qu'ils ont les moyens de l'améliorer, parce qu'on leur a laissé les moyens, on les a formés, etc., ça ne peut que fonctionner. Et ça revient quand même vachement mettre en lumière le manager du terrain. Parce que on n'a plus besoin de petits chefs, quoi. On est passé à autre chose. Là, le manager, ça devient une aide aux opérateurs, ça devient un coach, ça devient quelqu'un qui vient donner les moyens, aider à donner les moyens pour qu'eux-mêmes soient capables de résoudre leurs problèmes. Hyper important pour les aider à résoudre leurs problèmes. D'ailleurs, sur le rôle de coach du responsable opérationnel direct, les tours terrain. En fait, on parle souvent de Gemba, de tour terrain, on va aller marcher, on va regarder ce qui se passe, et puis on veut avoir des indicateurs visuels partout qui nous disent si c'est normal, si c'est pas normal. Moi, il y a un truc que je supporte pas, je peux en débattre, pas de souci. Il y en a plein qui sont pas d'accord avec moi. Moi, je n'aime pas qu'on aménage un poste en disant si n'importe qui passe, il doit savoir ce qu'on fait. Non, c'est faux. Si quelqu'un passe, il doit être capable de détecter un écart, parce que l'écart, il doit être visuel. Mais quand j'aménage mon poste de travail, quand j'organise mon travail, donc là on est en train de parler de standards de travail, comment est-ce que je vais bosser, j'ai pas besoin que tout le monde le comprenne, c'est pas vrai. Par contre, ce qu'il va falloir, par rapport au rôle du manager, c'est qu'il soit garant de ces savoir-faire là, qu'il soit garant de ces standards de travail. Et c'est là que son tour de terrain va prendre du sens. Il va faire son tour de terrain, il va regarder avec ses équipes, les standards, il les a construits avec eux, il a construit ses standards avec ses équipes. Et il va venir vérifier qu'on arrive à respecter ce standard, ou que si on le respecte pas, on se pose au moins la question de pourquoi est-ce qu'on le respecte pas, est-ce que l'environnement a changé, est-ce qu'il faut faire évoluer le standard, ou est-ce que c'est simplement une méconnaissance et un manque de formation. Et en fait, on change vraiment le rôle du manager. Le manager, il doit être là pour challenger ses standards, être sûr que son processus fonctionne de la façon dont on avait prévu que ça fonctionne avec les équipes de production, encore une fois, pas dans les bureaux. Et le travail, il doit correspondre à ce dont ont besoin les opérateurs et pas ce que veulent voir les managers. Donc, on donne une vision, on la décline, on la partage, on la fabrique ensemble le maximum possible. Ce que disait Eric tout à l'heure, après, plus ou moins en fonction des entreprises, c'est aussi culturel et on peut pas faire un 180 du jour au lendemain sur ce sujet-là, mais on va y tendre. Et ensuite, derrière, il faut être conscient que l'opérateur, il est propriétaire de son terrain de jeu et le manager, c'est un coach sur ce terrain de jeu. Le manager, il est pas là pour lui expliquer comment il doit jouer. Il est là pour vérifier qu'il a les moyens de jouer correctement. Et c'est là qu'on donne du sens sur le fait que ils ont une grosse responsabilité sur l'application des standards. Ils ont aussi une responsabilité sur l'amélioration des standards, je parle des opérationnels, et ils vont participer à l'atteinte de la vision. Dans une certaine mesure, forcément moins que la direction, mais dans une certaine mesure, participer à cette vision. Le manager opérationnel, lui, ce qu'on va attendre, c'est qu'il soit à peu près également sur les 3 parties, c'est-à-dire la déclinaison de la vision, remonter ce qui marche pas, pour permettre d'ajuster la vision et de participer à sa construction et à son ajustement. L'amélioration du processus, je fais le tour de terrain, je constate avec mes équipes, je regarde ce qui se passe, et l'application de mes propres standards, et veiller à l'application aussi des standards dans mon atelier, quoi. Donc c'est comme ça qu'on va développer un engagement fort. On définit les rôles et on prend le temps de les expliquer et de les partager avec les opérationnels. Toujours. C'est primordial.
Et célébrer les succès, pardon. Ah oui. C'est juste le dernier point, mais C'est juste dire qu'on c'est bien et qu'on a réussi à atteindre des objectifs. Ouais. Ça permet de cranter. Très bien, vous avez complètement raison de le rajouter. Et alors du coup, pour conclure sur ce thème, si j'avais 3 points clés à retenir, ce seraient lesquels? Eh bien, construire la vision de manière la plus collaborative possible. C'est vraiment le premier point pour donner du sens et puis engager ses équipes. Le deuxième point clé, c'est de bien différencier les actions qui vont vous permettre de stabiliser vos processus de ceux qui vont vous permettre de faire un bond de performance. Et encore une fois, il faut garder en tête qu'on fait pas de performance sur un processus qui est instable. Donc au maximum, on va essayer de stabiliser nos process avant de les améliorer, sinon on va juste augmenter l'instabilité. Et le troisième point, c'est l'accompagnement, la formation et remettre les bons niveaux d'attendus des trois catégories, on va dire, qu'on a listées dans notre méthodologie. Donc, qu'est-ce qu'on attend réellement d'un opérationnel, d'un manager et de la direction, et toujours se rechallenger là-dessus, sans oublier que avec le travail qui est mis en place, on peut aussi régulièrement rechallenger notre vision et puis faire des boucles comme ça pour la rendre vivante. Rendez votre vision vivante. C'est pas uniquement c'est pas les textes de la loi, quoi. Ils doivent pas être inscrits dans le marbre et puis rangés dans une armoire. Un enjeu qui est hyper actuel là-dessus et qui découle, enfin qui montre tout le lien de tout ce qu'on vient de se dire là pendant 20-25 minutes. C'est mon entreprise aujourd'hui, si elle existe, c'est qu'elle a un certain savoir-faire. Le savoir-faire, il est dans mes personnes et dans ma stratégie, j'ai intégré des nouveaux personnels. Ok. Je sais que je vais devoir intégrer des nouveaux et que je vais devoir laisser partir des anciens en retraite. Et moi, ce que j'attends de retrouver au management visuel de la performance, au point qu'on va faire tous les jours, c'est est-ce que les indicateurs de processus que tu as mis, ils te permettent de t'assurer que les pratiques qui sont difficiles à transmettre, on les challenge correctement, qu'elles sont bien standardisées. Ça, c'est hyper important, encore une fois, qu'elles soient bien standardisées. Et que quand on gère une polyvalence, une polycompétence, on n'utilise plus que le carré magique. Et qu'on se pose surtout la question de se dire, qu'est-ce que tu maîtrises dans tes standards de travail? Qui est formé? Qui ne l'est pas? Qui maîtrise complètement ce standard de travail? Et qu'on accélère ce temps de formation, par exemple. Moi, un indicateur de performance que j'adore, c'est le temps qu'on met à atteindre la performance d'un expert. Si la personne qui rentre dans l'entreprise, dans la formation, on va challenger un indicateur qui dit aujourd'hui, en termes de maîtrise des standards sur un centre d'usinage, par exemple, sur toutes les pièces, tout ce qu'il y a à maîtriser chez nous, tu viens de rentrer, tu es à tel niveau de performance, je veux t'amener à un niveau de performance de 80%, je me base sur les points clés des standards de travail qui sont maîtrisés, que j'ai écrit avec mes experts métiers. Si en indicateur de performance, même dans la colonne délai, par exemple, on a toujours le HQCDE, HQCDSCM, on s'en fout, on l'appelle comme on veut. Si dans la colonne délai, j'arrive à retrouver un indicateur qui me permet de voir à quelle vitesse je forme quelqu'un et que les méthodes que je mets en place pour former, elles me permettent d'aller plus vite, je vais être performant. Et là, on vient clairement de passer d'une vision stratégique, garder mon savoir-faire et transmettre mon savoir-faire sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce que j'ai des anciens qui partent à la retraite. Et là, on vient de donner un indicateur de processus type de ce qu'on pourrait retrouver dans un atelier animé tous les jours, parce que j'ai prévu qu'un tel passe du temps en formation avec celui qui a le savoir-faire. C'est ça qu'on va s'efforcer à faire quand on va passer de la vision jusqu'à l'application sur le terrain et l'engagement des équipes. Et ça se construit 100% avec eux. On peut pas le faire sans. Très bien. Franck, Eric, merci d'être venu aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. On peut vous retrouver avec acteconseil.fr, qui est votre entreprise. C'est ça, sur les réseaux. Sur LinkedIn, Eric Bois, Franck Faubaton, ou la page de notre entreprise. Il n'y a pas de souci, on est dispo. Eh bien, merci d'avoir participé à ces Midi Experts. Merci.